Où en sommes-nous dans ce voyage à travers l'univers de la gravitation? Nous avons vu que la gravité est le moteur de l'univers, qu'elle est responsable de l'expansion de l'univers, et nous avons même dû, la semaine dernière, rajouter une phase d'inflation juste après le Big Bang. Quand je dis juste après le Big Bang, c'est une fraction de seconde, 10-38 secondes après le Big Bang. Cette phase d'inflation est une phase d'expansion extrêmement rapide de l'univers et a un certain nombre de conséquences. L'une d'elles est que des fluctuations doivent apparaître dans le fond cosmologique, le fond de lumière qui a été émis juste après la recombinaison de l'hydrogène. Ces fluctuations ont été observées par le satellite COBE, par George Smoot que nous avons invité la semaine dernière, et sont une des premières vérifications du fait que notre théorie de l'univers très primordial est correcte. Et donc posons une seconde pour nous rendre compte qu'une théorie qui prédit ce qu'est l'univers 10-38 secondes après le Big Bang nous donne des informations sur ce que nous observons dans le ciel aujourd'hui. C'est un rayonnement fossile, de la même façon qu'on observe des fossiles dans la Terre qui nous informent sur le passé de la Terre. Ici, nous sommes informés sur le passé de l'univers 10-38 secondes après le Big Bang. Les succès de la théorie de l'inflation vont nous conduire à identifier dans l'univers d'autres formes d'énergie. Des formes d'énergie non lumineuses, puisque nous ne les avons pas encore observées, des formes d'énergie obscures. Et c'est à cette recherche de formes d'énergie obscures dans l'univers que nous allons consacrer cette semaine. C'est dès 1933 que l'on a détecté les premiers signes de matière sombre dans l'univers. C'est l'astrophysicien Fritz Zwicky qui, à cette époque, regardait la distribution de vitesse des galaxies dans l'amas de Coma, un amas d'environ 1000 galaxies. Et l'idée de regarder la distribution des vitesses dans cet amas, c'était pour identifier la masse, puisqu'évidemment, c'est l'attraction gravitationnelle qui induit ces distributions de vitesse. La surprise a été de constater que la masse compatible avec la distribution des vitesses était 400 fois plus importante que la masse qu'on pouvait déduire à partir de la luminosité des galaxies. Et donc la conclusion était qu'il y a dans cet amas 400 fois plus de matière qu'imaginée quand on regarde la matière lumineuse, et donc qu'il y avait une forme de matière sombre. Alors on dit matière sombre, on dit matière noire, on dit matière obscure. Je garderai le mot noir pour le corps noir, donc pour des objets, des corps qui sont complètement absorbants. Ici, il s'agit simplement de matière non lumineuse, donc on réservera le qualificatif de sombre pour ce type de matière. C'est donc en 1933 qu'on a réalisé qu'il y avait de la matière sombre dans l'univers. On va ensuite identifier la matière sombre dans les galaxies, dans quasiment toutes les galaxies. C'est au cours des années 60 et 70, en particulier grâce aux travaux de l'astrophysicienne Vera Rubin, qu'on a identifié cette matière sombre au cœur des galaxies. La méthode est de regarder de nouveau les vitesses, cette fois-ci les vitesses de rotation des étoiles qui sont relativement loin du centre de la galaxie. Quand on s'éloigne de la galaxie, cette vitesse de rotation autour du centre devrait diminuer dès qu'on s'éloigne du cœur de la galaxie. Il n'en est rien, en fait, on s'aperçoit que cette vitesse reste constante jusqu'à des distances extrêmement éloignées du centre, là où il ne devrait plus y avoir de matière. Et la conclusion était donc qu'en plus de la matière lumineuse au centre de la galaxie, il y avait de la matière sombre, beaucoup plus éloignée du centre, qui formait une sorte de halo, et c'est cette matière sombre qui était responsable de la courbe de rotation observée pour les étoiles relativement lointaines du centre. À quoi ressemble une galaxie avec sa matière lumineuse et sa matière sombre? Alors nous allons prendre l'exemple de notre propre galaxie. Vous avez ici un plan de notre propre galaxie avec en jaune la matière lumineuse, en foncé la matière sombre. Donc on reconnaît le disque de la galaxie lumineuse, avec en son centre une partie plus renflée qu'on appelle le bulbe. Les distances ici sont indiquées en parsecs. Un parsec vaut à peu près 3,2 années-lumière. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'autour de cette partie visible de la galaxie, nous avons un halo sphérique, un halo de matière sombre, qui, vous voyez, s'étend à des distances beaucoup plus importantes, et donc qui va représenter la partie matière sombre de la galaxie.
Et la plupart des galaxies, en particulier des galaxies spirales comme la nôtre, ont une forme à peu près similaire. Il existe une façon complémentaire de détecter la matière sombre qui utilise la déformation de la lumière, des rayons lumineux, par une concentration importante de matière. Vous avez ici un cliché d'une partie du ciel où vous voyez des galaxies dont certaines semblent avoir une forme en arc. En fait, c'est une application directe de cette déformation par une concentration de masse. Ce qui se passe, c'est que vous avez ici une galaxie. Vous êtes observateur de ce côté, et entre la galaxie et vous, vous avez une concentration de matière sombre, a priori invisible, mais les rayons lumineux vont être déviés par cette concentration de matière sombre. Et donc l'image que vous allez recevoir va être déformée par cette déviation des rayons lumineux, et la galaxie, qui avait une forme tout à fait standard de galaxie, va apparaître sous forme d'un arc qu'on appelle un arc gravitationnel. Et donc c'est en étudiant ces figures, ces déformations des galaxies en arrière-plan qu'on va pouvoir remonter à la concentration de matière ici. Et cette matière est cette fois-ci la matière non lumineuse, et on va pouvoir comme ça cartographier la matière non lumineuse, cartographier la matière sombre. Une application spectaculaire de ce type de méthode est fournie par ce cliché qu'on appelle le cliché de l'amas du boulet. Il s'agit d'une collision entre deux amas de galaxies, et on a pu distinguer dans cette collision la partie matière sombre, détectée par la méthode de lentille gravitationnelle que je viens d'expliquer, avec la partie matière lumineuse qui est détectée par des rayons X. Donc vous avez en rose la matière lumineuse, en bleu, bleuté, la matière sombre. Et voyez que dans la collision, tandis que la matière lumineuse est soumise à la collision et parce qu'elle interagit est complètement déformée par la collision, le halo de matière sombre traverse quasiment imperturbablement la collision parce que la matière sombre interagit très peu avec son environnement et avec le reste de la matière. Et donc vous voyez bien ici que dans la collision, on peut distinguer le comportement de la matière lumineuse avec le comportement de la matière sombre. Puisque la matière sombre est la forme prépondérante de matière dans l'univers, elle va jouer un rôle particulièrement important dans l'évolution de cet univers et entre autres dans la formation des grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies. Nous avons vu que les fluctuations du fond cosmologique sont dues à des perturbations pendant la phase d'inflation. Nous avons aussi vu que matière et lumière sont fortement couplées tant que l'hydrogène ne s'est pas recombiné. Et donc ces fluctuations qui vont jouer un rôle dans la lumière, ces fluctuations quantiques vont aussi jouer un rôle dans la matière. Elles vont former les germes de ce qui va ensuite devenir les galaxies et les amas de galaxies. Et vous avez donc ici une simulation qui vous montre comment petit à petit la matière sombre va se structurer autour de ces germes initiaux qui sont dus à ces fluctuations quantiques pour former les galaxies et les amas de galaxies. Ensuite, la matière lumineuse va être attirée gravitationnellement par ces galaxies de matière sombre et ces amas de galaxies de matière sombre pour former les galaxies visibles que nous voyons aujourd'hui. On peut faire des cartes de cette matière sombre dans l'univers, donc d'une certaine façon, on la connaît très bien. D'une autre façon, on ne connaît pas sa nature microscopique. On sait qu'elle n'est pas formée de protons et de neutrons, qui forment au contraire la matière lumineuse. Elle est formée d'un autre type de particules qui reste encore à déterminer. Des particules qui n'émettent pas la lumière, qui interagissent faiblement avec la matière standard, avec les protons et avec les neutrons. De nombreuses théories de l'infiniment petit prédisent ce type de particules, mais elles n'ont encore jamais été découvertes dans les accélérateurs de particules. On recherche activement ces particules de matière sombre. Alors, on a vu qu'on pouvait essayer de les produire dans les accélérateurs de particules. On essaye aussi de détecter directement les particules de matière sombre qui nous traversent en permanence. Alors l'idée est la suivante. Une particule de matière sombre va heurter un proton de la matière. Je vais dessiner le proton en rouge. Ceci va créer un choc qui va faire reculer le proton. Tandis que la particule de matière sombre va repartir.
Et donc, on essaye d'identifier ce genre d'événements dans des détecteurs et on place ces détecteurs dans des laboratoires souterrains. Alors pourquoi cela? Parce que ce type d'événement est très rare, parce que la particule, on a vu, interagit très faiblement avec la matière et donc la particule interagit très rarement avec un proton. Donc on a un type d'événement rare. Et donc, il faut essayer d'éviter d'avoir des événements du même type, tels qu'ils pourraient être induits par des rayons cosmiques. Donc, on se protège des rayons cosmiques en allant quelques centaines de mètres ou quelques milliers de mètres sous la Terre pour ne garder que ce type d'événement. En notant que la particule de matière sombre, elle, puisqu'elle interagit très peu avec la matière, peut traverser des centaines de mètres ou des kilomètres de roches de façon quasiment imperturbable, de la même façon que les halos de matière sombre se traversaient de façon tout à fait imperturbable. Et donc, on a, de par le monde, un certain nombre de laboratoires souterrains qui essayent d'identifier, de détecter ces particules de matière sombre avec ce type d'événement, le choc contre un proton qui le fait reculer. Tant qu'on n'a pas détecté expérimentalement ces particules de matière sombre, il faut bien convenir que les seuls signes de matière sombre sont d'ordre gravitationnel. On a vu les courbes de rotation des galaxies, attraction gravitationnelle de la galaxie, on a vu les effets de l'antigravitationnel, et donc certains en ont déduit que peut-être qu'il n'y a pas de matière sombre et peut-être qu'il faut modifier la théorie de la gravitation elle-même. La difficulté est qu'il faut la modifier à plusieurs échelles, à l'échelle des galaxies, à l'échelle des amas de galaxies, à l'échelle de tout l'univers. L'autre difficulté, c'est qu'en fait, la théorie d'Einstein a sa cohérence interne et dès qu'on essaye de modifier une partie, eh bien, on tombe sur des incohérences, des instabilités, etc. Et donc, c'est une théorie difficile à modifier de façon légère. Revenons pour finir sur une prédiction de la théorie de l'inflation, cette période de l'expansion de l'univers très rapide juste après le Big Bang. Nous avons vu qu'à cause de l'expansion rapide, toutes les courbures spatiales sont aplanies. Et donc l'univers qui ressort après la phase d'inflation est un univers spatialement plat. Si on met cette information dans les équations d'Einstein, on en déduit que la densité moyenne d'énergie dans l'univers est fixée à la valeur de 10-26 kg par mètre cube. Donc c'est une valeur précise et donc on peut voir si cela correspond à ce qui est observé. Tant qu'on n'avait que la matière lumineuse et le rayonnement comme composante principale de l'univers, on était à peu près à un ordre de grandeur en dessous, c'est-à-dire à peu près 10-27 kg par mètre cube. Nous avons maintenant identifié la matière sombre comme une autre composante, comme une autre forme d'énergie. On arrive à 30% de cette valeur. Il n'en reste pas moins qu'il manque 70%, et donc nous allons consacrer les 2 prochaines séquences à cette autre forme d'énergie qui va venir compléter le budget énergétique de l'univers pour nous donner une densité moyenne d'énergie de 10-26 kg par mètre cube, et donc en accord avec un univers spatialement plat. Résumé de la séquence. La forme la plus répandue de matière est la matière sombre, présente au niveau des galaxies, des amas de galaxies et de tout l'univers. Cette matière joue un rôle prépondérant dans la formation des grandes structures, comme les galaxies ou les amas. Elle est probablement formée de particules d'un type nouveau, particules qui sont activement recherchées aujourd'hui. Matière lumineuse, matière sombre et rayonnement sont insuffisants pour assurer une densité d'énergie dans l'univers compatible avec le fait qu'il soit spatialement plat.